Je descends les micros parce que je suis un peu plus petit. Bon, bonjour, merci Anthony. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai eu des maîtres Jedi pendant mes 4 jours. Et je dois dire que ça a été assez précieux parce que quand j'ai fait ma première fois ma présentation, je ne savais pas trop ce que je présentais. Je ne sais toujours pas trop d'ailleurs, vous allez voir. Mais par contre, j'ai compris des choses de ma présentation. Et vraiment, ça m'a éclairé parce que vous avez commencé par un héros du wine. Et moi, je suis plutôt le zéro du vin. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous parler de maïs. Mais malgré tout, vous allez voir que le côté agronome grande culture est là. Bon, vous m'en excuserez. Mais j'ai commencé à comprendre des choses. Enfin, commencer. Hein. Je vois qu'il y a des gros yeux là-bas. Donc, je dis seulement commencer. Hein. Donc, je voulais rester dans les étoiles. On était dans la guerre des étoiles. Et je voulais vraiment rester dans la continuité. C'est fortuit, hein, on n'avait pas échangé nos présentations avant. Donc, lorsqu'on regarde le ciel, on voit des choses. Et ce que l'on voit, la lumière qui arrive sur nos rétines, c'est une lumière qui est partie il y a parfois fort longtemps de l'astre qui l'a émis, des centaines, des milliers d'années. Et on en parle souvent. Et plus on regarde loin dans le passé. Tout le monde le sait, tout le monde a discuté. Mais souvent, quand vous faites ça, vous êtes debout sur un machin bizarre qui s'appelle du sol et dans lequel plongent les racines de vos vignes. Et c'est exactement pareil. Ce qui touche vos semelles, et peut-être que vos chaussures en discutent quand vous discutez des étoiles, je ne sais pas, eh bien, c'est le sol qui a été créé, sauf sol d'apport, je simplifie un petit peu, qui a été créé il y a 100, 1000, 2000, 3000, 5000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, ça dépend des endroits où vous êtes. Donc ce qui vous touche, c'est aussi ce qui a été créé il y a fort longtemps par la terre, très profondément, ou plus profondément dans le sol. Donc plus on regarde un sol profond, plus on regarde un sol qui va loin dans le passé. Donc on peut considérer que 1 centimètre de sol, pour créer 1 centimètre de sol, il faut entre 100 et 400 ans. C'est des ordres de grandeur. J'aime bien les ordres de grandeur. Vous voyez que quand on part d'un milieu complètement abiotique, comme vous voyez à gauche, et qu'on commence à avoir des lichens qui arrivent, sont les premiers colonisateurs, la plupart du temps sont les lichens qui font des petits acides organiques qui vont commencer à aller dégrader le substrat. Et suivant la dureté du substrat, on est sur du granit, sur du schiste, sur du calcaire, il va falloir plus ou moins de temps pour commencer à fractionner. L'eau rentre avec les acides, puis les premiers organismes un petit peu plus évolués arrivent, les premières plantes, et vous allez arriver à avoir un premier horizon complètement humique, puis ensuite un horizon un peu différencié. Donc ça va mettre, c'est les chiffres romains que vous avez en bas, ça va mettre 100, 200, 300, 400 ans pour arriver là. Donc un processus très lent, et sur lequel aujourd'hui, vous ne faites plus rien. Vous héritez de ça. Vous héritez de ça. Mais dans toutes vos pratiques actuelles, vous allez commencer, évidemment, initier des choses sur ce qui va se passer dans l'avenir. Donc on est vraiment positionné entre les étoiles et le fond du sol, sur l'instant T, entre deux passés. Alors, c'est pas philosophique du tout, là, maintenant. Hein, on est sur de la vigne. Donc, les plantes, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, ça va aller puiser de l'eau, évidemment, et des nutriments dans le sol, ça, vous le savez. Ça les remonte par la sève brute vers des usines assez impressionnantes que sont les feuilles, qui vont faire de la photosynthèse. Donc, on va récupérer du CO2 grâce aux photons émis par le soleil. On va transformer, le jour, évidemment, ce CO2 en glucides, en polysaccharides, des choses dont on a entendu parler précédemment. Et puis, on a aussi des fonctions de respiration. Hein. Une plante, il ne faut pas l'oublier, ça consomme aussi de l'oxygène, ça brûle de l'oxygène avec justement des sucres pour avoir de l'énergie et ça relâche du CO2. Ça fait les deux. Et puis, il y a un machin là sur le côté, je crois que vous appelez ça des grappes, avec des baies. Normalement, c'est du raisin qui est dessiné là. Voilà. Et ce que je disais, c'est que ma grand-mère, quand elle se maquillait et que j'étais petit, je lui demandais ce qu'elle faisait. Elle me disait, moi, je suis en train de mettre du trompe-couillon. Alors, je ne sais pas qui était le couillon. Et donc, la vigne, elle fait pareil. La vigne, elle fait pareil. De mon point de vue, elle fait pareil. Elle amène tout ce qui est bon pour l'homme de Cro-Magnon qu'on a vu tout à l'heure ou pour d'autres mammifères, tout ce qui va attirer. Qu'est-ce qui va attirer ? Comme le disait, lors du premier exposé, c'est les sucres. C'est tous ces aspects onctueux, tous ces aspects qui vont attirer les animaux.
comme nous, et qui vont les pousser à consommer la baie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au sein de la baie, il y a un machin qui s'appelle un pépin, et qu'à la prochaine défection, le pépin il va se retrouver dans un milieu extrêmement riche, super favorable, que ça va pouvoir donner à un autre végétal. Donc c'est une stratégie de dissémination qui est connue, et qui fait que la plante est programmée, et son efficacité, elle est là, c'est que ça a été très efficace, ce système-là. Elle est programmée pour mettre tout ce qu'il y a de bon, entre guillemets, ou tout ce qu'il y a d'attirant dans le raisin, dans la baie de raisin. Donc quand vous faites souffrir vos vignes, et j'ai remarqué que vous aimiez bien quand même, un petit côté un peu sadomaso quand même, parce que vous aimez bien faire souffrir vos vignes, avec de bonnes raisons pour ça, je crois l'avoir un peu compris. Faites attention aussi parce que ça peut avoir des impacts sur la capacité à mettre des choses dans le grain, donc ça peut changer les choses. Mais il ne faut pas aller jusqu'à faire souffrir trop la vigne pour qu'elle puisse survivre correctement et passer des stress et des choses comme ça. Alors, moi, je vais juste vous rappeler des choses vraiment très simples. Le premier, c'est que sur le long terme, même pour une vigne, je pense qu'il est intéressant de se poser la question sur les éléments majeurs, mais aussi sur des micro- et macro-éléments, et méso-éléments, pardon, si on est bien dans le temps, dans des apports qui correspondent aux besoins. C'est-à-dire, est-ce qu'on a quelles sont les exportations moyennes sur un certain temps, avoir un bilan comptable, même sur plusieurs années, pour éviter d'aller créer des déséquilibres fonctionnels à long terme. Parce que ce genre de choses, après, une vigne, ça a quand même une inertie qui est considérable. Donc, quand il faut rectifier un cap, ça peut être lent. Donc ça, c'est peut-être une question à poser à votre comptable quand il a du temps libre. Hein. D'autres choses, on est très intéressé par la structure des sols, par la santé des plantes, on parle beaucoup du CO2, etc. Tout ça, c'est autour du cycle du carbone dans le sol. Et toute la nutrition, elle passe par un truc tout bête qui est la vie du sol. Donc l'activité biologique du sol. N'oubliez pas qu'on a des indicateurs, l'analyse de terre, etc., mais tout passe par le moteur vivant du sol. Alors on a des façons d'intervenir. On met la vigne un petit peu en subcarence sur un certain nombre d'éléments, y compris l'eau, etc. Et puis quelquefois, il faut surmonter, passer des caps ou passer des choses parce qu'il y a une carence qui s'exprime et qui est vraiment préjudiciable pour le rendement, qui peut provoquer des coulures, etc. Donc là, on peut intervenir en foliaire. Donc les engrais foliaires sont une façon d'intervenir. Les feuilles ne sont pas les organes de nutrition de la vigne, ça je ne vais pas vous l'apprendre. Néanmoins, elles permettent d'absorber des éléments. Mais attention, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est quelques grammes sur des oligo-éléments. Et sur de l'azote, on peut faire rentrer par hectare de vigne de 1 à 4 kg d'azote. Vous n'arriverez jamais à faire plus. Alors vous pouvez pulvériser beaucoup plus. Hein. La vigne ne va rien vous dire. Ça tombera au sol, c'est tout. Mais par flux translaminaire, on n'arrivera pas à faire rentrer plus. Donc ça permet de faire des apports à un moment donné, je dirais, de soigner, d'apporter quelque chose à votre vie momentanément pour agir, mais c'est vraiment des actions de court terme. Et puis, au sein de l'Allemand Plantcare, on s'est dit, voilà, nous, on est l'Allemand, on est fort, on est costaud, on est même peut-être les plus forts du monde. Enfin, moi, je pense qu'on est les plus forts du monde, mais bon. Et on va vous faire des produits de protection phytosanitaire fabuleuses. Donc, on a commencé à travailler et on s'est dit, on va essayer de trouver des éliciteurs, des stimulateurs des défenses des plantes, ou tout ce que vous pourrez voir là-dessus, contre des champignons qui vous embêtent, en particulier le mildiou, botrytis, des choses comme ça. Et donc, on a commencé à tester des produits. Et là, je me souviens très bien, Anthony, qui est là, m'a dit « Ouais, d'accord, tu peux tester tes produits sur mes vignes, parce que c'est ces vignes. » Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais bon. Et il m'a dit « Mais à condition que tu ne dégrades pas la qualité du vin. » Que je trouvais que la remarque n'était pas complètement dénuée de sens, puisque c'est éventuellement pour faire du vin que vous faites de la vigne. Donc, alors dans les expérimentations, on a mis en place des micro-vinifications, des vinifications, pour voir si on avait un impact sur le vin et pour éviter d'avoir des impacts défavorables. On a beaucoup travaillé et on n'a rien obtenu du tout. Nos produits, aujourd'hui, qu'on a testés, n'ont pas d'activité protectrice, ne stimulent pas les... Enfin bref, zéro, rien, zéro pointé. Mais les expérimentations ont été poussées au bout et on a fait les vinifications. Et là, en regardant les vins, on s'est aperçu qu'effectivement, Anthony avait raison, on pouvait modifier la qualité du vin, mais qu'à notre grande surprise, il y avait un produit en particulier qui avait eu une action plutôt bénéfique. Alors, quand j'ai préparé la présentation, je n'ai toujours pas vraiment compris pourquoi. J'ai quelques
Grâce aux exposés précédents, on a quelques pistes. Donc, quand on pulvérise ce produit sur les feuilles, effectivement, on active des récepteurs dans les feuilles. Ça, c'est sûr. Ces récepteurs, malheureusement, ne stimulent pas les défenses naturelles des plantes. Par contre, elles envoient des signaux dans les grappes, mais vraiment dans la façon dont la baie se transforme. Ce sont des apports qui sont faits début véraison, qui encadrent la véraison, tout début véraison, juste après véraison. Donc très tard, les tanins sont déjà faits, etc. Le stock est déjà là. Et on a un effet sur la baie. Alors, on ne peut pas avoir d'effet sur la quantité. Et quand on regarde les analyses, même des analyses très fines, on ne voit pas de différence entre les deux vins. Donc, ça veut dire que c'est des effets soit sur la relocalisation, soit sur des caractéristiques. Et quand on a regardé de plus près, les caractéristiques, ou la caractéristique qu'on a vu le plus bouger, pour l'instant, eh bien, en fait, c'est le pourcentage de pellicule sur la Syrah ou en Cabernet Sauvignon. Vous avez en bleu les contrôles, en rouge les traités. Et alors, j'ai pas mis les écarts statistiques, excusez-moi, mais les écarts sont significatifs d'un point de vue statistique. Donc, on a modifié ces éléments-là. Alors, quand j'avais préparé l'exposé, je me suis dit, je vais dire ça, je vais dire, voilà ce qu'on modifie. Bon. Mais avec ce qui a été dit précédemment, je me demande si effectivement, ce n'est pas une raison. On a le même stock de tanins, peut-être qu'on les utilise différemment en augmentant la quantité de peau. Peut-être que c'est une des premières pistes d'explication cohérente de l'effet sur le vin que l'on constate ici. Alors, sur ces graphiques-là, j'en ai pris que 3, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en analyse sensorielle, on peut faire des analyses statistiques derrière, on doit faire des analyses statistiques derrière, et que de temps en temps, les différences sont significatives ou ne le sont pas. Donc, sur les graphiques, à chaque fois que vous avez une différence qui statistiquement est significative, donc à un seuil acceptable, 1%, c'est très 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 bien, vous aurez 3 étoiles, 5%, vous aurez les petites étoiles qui vont apparaître au-dessus des chiffres. Donc ce que l'on voit, par exemple, sur la Syrah qui est là, c'est qu'on a joué sur l'astringence et sur la sucrosité. Alors après, ce qu'on a vu dans les exposés précédents, c'est peut-être pas aberrant. Qu'on ait diminué l'astringence et augmenté la sucrosité, c'est peut-être pas complètement... Finalement, c'est peut-être pas si absurde que ça, c'est peut-être un peu lié. Là, on doit être sur du Cabernet. Oui. Sur du Cabernet, l'astringence est diminuée, c'est significatif statistiquement. Alors, qualité des tanins, après ce qu'on a vu tout à l'heure, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon, la plupart des gens ont vu des choses sur les tanins. Et puis, on retrouve rondeur. Alors, fraîcheur, c'est pareil. Bon, voilà. Mais vous voyez que sur un troisième, on a l'intensité tannique qui a été vue comme très différente. On a vu l'astringence qui a diminué statistiquement, et notion de fruits frais et notion d'alcool. Donc là aussi, c'est tout ça, on l'a vu dans les exposés précédents, effectivement toujours opposé aussi, toujours lié à ce côté astringence. Donc voilà, je pense qu'il y a une bonne cohérence, ce qui m'a fortement étonné, et puis ça nous a donné d'autres pistes de réflexion pour essayer d'explorer à l'avenir et d'améliorer probablement les efficiences et les explications sur ce produit-là. Donc, en foliaire, on peut faire des choses. En foliaire, on peut faire des choses, mais c'est quoi ces choses-là? C'est un petit truc qui permet soit de corriger une carence en magnésium, en manganèse, pour éviter d'avoir des problèmes, soit de toucher un petit peu des équilibres, de faire bouger un petit peu des choses dans le sens que l'on souhaite pour avoir un vin plus équilibré, par exemple, ou pour avoir un matériel à traiter un peu plus facile. Mais on ne changera pas une chose essentielle, c'est l'interaction entre la vigne, le sol et son environnement, son climat. Ça, c'est votre base. Nous, on joue très, très, très petitement derrière ça. Et je voulais juste vous donner quelques éléments sur le sol. Alors, un élément qui va forcément, évidemment, c'est évident. Hein. Le sol, c'est quoi? C'est des éléments minéraux et puis de la matière organique. Dans la matière organique, on ne sait pas ce qu'il y a sur les analyses. Hein. Quand on vous dit matière organique, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais c'est aussi, et ça c'est très important, à mon avis dans ce graphique, c'est ça qui m'intéresse, c'est aussi 50% de vide. C'est une arnaque votre sol, hein, c'est 50% de vide. Et ça c'est vrai quelle que soit la granulométrie. Si vous avez une petite granulométrie très fine, vous avez des tout petits pleins et des tout petits vides. Et si vous avez
une granulométrie de type gravier, vous avez des gros pleins et des gros vides, mais si vous faites la somme, vous avez le même indice de vide quasiment. Ce qui change, c'est la façon dont ce vide est structuré, organisé. Imaginez, ah ben ça c'est l'expérience que je demande, mais c'est un peu complexe après tout ce que vous avez entendu là, mais je vais vous demander un effort. Quand vous trempez votre doigt dans l'eau et que vous ressortez de l'eau, comment est-il? Je sais que c'est compliqué. Il est mouillé. C'est bien. Et donc ça, c'est une expérience scientifique qu'on peut réaliser chez soi. Et donc, et c'est ce qui se passe dans le sol. Donc quand vous plongez un gros caillou dans l'eau, il ressort mouillé. Mais la pellicule d'eau est toujours la même épaisseur, que ce soit un gros calet ou un tout petit bout de limon. Et alors ça change tout. Parce qu'entre les bouts de limon, la distance de vide va correspondre à peu près à cette épaisseur d'eau. Donc quand vous mettez de l'eau dans du limon ou dans de la farine, vous obtenez une pâte où il n'y a plus d'air. Et quand vous mettez de l'eau dans des graviers, vous obtenez de l'eau autour des graviers, mais ça reste beaucoup de l'air. Donc la granulométrie va jouer énormément sur la façon dont va s'organiser l'eau dans le sol et dont va circuler l'air. Après, il y a un autre aspect qui intervient, c'est la structure. Et ça, la structure, on va voir un peu plus loin. La structure, ça vient de quoi? Ça vient du biotope, du fait que le sol est un milieu vivant extrêmement varié, extrêmement structuré. Et dans ce milieu vivant, vous avez des êtres vivants qui cherchent, comme nous, à créer leur habitat, à circuler, etc. Et quand ils font ça, ils prennent des éléments de la texture pour construire leur habitat, leur maison. Si vous avez des ouvriers qualifiés, ils vont pouvoir vous construire une cathédrale. Ça ne va pas être mal. Enfin, si on aime les cathédrales, toujours pareil. Et si vous avez peu d'ouvriers et qui sont peu qualifiés, ils vont vous construire des trucs pas terribles, quoi. Une sorte de bidonville, quoi. Voilà. Et avec la même texture, avec la même histoire du sol. Et ça, c'est des espaces de temps qui sont de l'ordre de 5, 10, 20 ans. Pas plus. Voilà, je vais vous parler de choses un peu proches du vin, des lombriques, des choses comme ça que vous connaissez. Si vous voyez des macro-organismes de ce type-là dans vos sols, vous êtes sauvés. Ça veut dire que les micro-organismes au-dessous, ils sont quand même bien structurés, relativement diversifiés. Quand vous n'en voyez plus, il est temps de vous poser des questions, même si les résultats que vous avez sont exceptionnels. C'est la personne qui saute du 10e étage, tout va bien jusqu'à ce qu'il arrive au rez-de-chaussée. Donc, méfiez-vous quand même. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. En poids, c'est des choses qui peuvent représenter 2, 3, 4, 5 tonnes hectares. Donc, dès que vous pensez à ça, vous dites d'accord, ok, mais n'oubliez pas que ça mange. Ça représente 5 à 6 UGB hectares dans vos vignes. Vous avez des vaches dans les vignes maintenant. UGB, unité gros bovin. Donc, et vous avez des micro-organismes. Alors, micro-organismes, il me manquait des algues, là, voilà. Vous avez des champignons, des actinomycètes, des bactéries, des algues. Ces micro-organismes ont des niches écologiques assez différentes et ils ont des fonctions dans le sol assez différentes. Alors, des fonctions, eux, ils ne le savent pas, mais pour nous. Donc, les champignons vont plutôt être les premiers intervenant dans les dégradations de matières organiques un peu dures, cellulose, hémicellulose, lignine, etc., etc. Ensuite, vous avez les actinomycètes qui ont des fonctions analogues, mais sur des choses un petit peu moins dures. Ensuite, vous avez une foultitude de bactéries qui sont parfois très spécialisées. Par exemple, il n'y en a que 2 types de bactéries qui sont capables de transformer le NH4+, l'ammonium, en nitrate, NO3-. Que 2 familles de bactéries qui sont capables de faire ça et qui sont que en surface du sol. Et par ailleurs. Donc vous avez des choses qui sont très généralistes, des organismes très généralistes et des organismes très, très spécialisés. Et ils ont besoin d'un certain nombre de choses, d'air, d'eau, de température, etc. Ça, vous le savez. Et vous voyez que là, c'est le chat qui se mord la queue. Beaucoup de micro-organismes, une très bonne structure, une bonne circulation de l'eau et de l'air, une bonne circulation de l'eau, beaucoup de micro-organismes, une bonne structure, etc. Mais la spirale dans l'autre sens existe aussi. Alors là, c'est le moment où on est vraiment dans le vif du sujet pour moi. Ce que vous avez comme courbe ici, c'est l'apport
d'une matière organique. Alors, j'avais pris l'exemple de votre belle-mère que vous enterrez hier, mais on va peut-être changer d'exemple. Hein. Là, je parle plus de matière végétale. Donc, vous mettez de la matière végétale dans un sol, évidemment, elle va commencer à être fragmentée. Qui fragmente? Des fragmenteurs, puis les micro-organismes des types champignons, etc., etc. Donc, vous avez la quantité de micro-organismes, vous voyez, qui en masse, hein, donc ça ne veut pas grandir grand-chose. Hein, si on exprime ici l'ensemble de nous en masse d'hommes, ou hommes avec un grand H, hein, hommes et femmes, ça ne va pas nous renseigner beaucoup sur notre profession, ce qu'on fait, etc. Hein. Bon, ok. Donc là, c'est des masses de micro-organismes, c'est pareil. Donc en fait, la masse augmente, évidemment parce qu'il y a de la nourriture. Plus la masse augmente, plus elle mange. Donc la nourriture commence à décroître. Vous voyez que la quantité de matière végétale décroît. La masse de micro-organismes décroît. On constitue au fur et à mesure, on enlève ce qui est le plus facile dans la matière organique pour la remettre en jeu. C'est la source de l'azote, la source de potasse, la source de soufre, etc. C'est le cycle du carbone qui nourrit tout ça. Et puis on se retrouve finalement au bout du compte qu'avec le squelette, je dirais le squelette de la matière organique, très très dur, qui va rester stable, 10 000, 100 000, plus que ça. Et là, on n'a plus de micro-organismes. Donc, si vous aviez un élevage de vaches, vous pourriez vous dire, surtout si vous avez un bon comptable, il va vous dire, écoutez, vous gaspillez beaucoup trop de temps à faire la traite et à nourrir vos vaches. Le lundi, vous apportez ce qu'il faut pour les vaches pour la semaine, et le samedi, vous faites la traite. Vous allez gagner un temps fou. C'est con, hein? C'est ce qu'on fait dans les sols, mais sans se poser de questions. On apporte de la matière organique, quelquefois, de façon relativement importante, tous les 3 ans ou 4 ans. Regardez ce qui se passe en 3 ans. Quand vous rapportez 3 ans après de la matière organique, les ouvriers qui sont capables de faire ça, ils sont au chômage depuis 2 ans. Ils sont légèrement démobilisés, les gars. Alors, ils vont se remettre au boulot, mais ça va être dur. Il va falloir qu'ils réapprennent le métier, qu'ils se remultiplient, etc., etc. Ils vont repartir, mais ils vont avoir beaucoup de mal. Et ainsi de suite. Donc, vous avez un sol qui, à chaque apport de matière organique, a du mal à digérer cet apport organique, met beaucoup plus de temps, le dégrade beaucoup moins bien. Et puis, vous avez des pics de mise à disposition des matières minérales qui sont incroyables et totalement difficiles à prévoir. Donc, vous allez avoir des à-coups sur votre vigne et des manques aussi, à certains moments, des immobilisations d'azote qui peuvent durer 3 mois, complètement incroyables, par exemple. Des choses comme ça. Alors que si on prenait cette courbe, vous la prenez, vous la copiez, vous la recollez en 1, vous la prenez, vous la copiez, vous la recopiez en 2, en 3, etc., etc. Vous allez voir apparaître une bande verte à peu près constante, même tout à fait constante en haut, une masse de micro-organismes qui cachera une variété beaucoup plus importante et qui sera stable, une quantité d'humus qui va se stabiliser. Je n'ai pas dit qu'elle allait augmenter, ce n'est pas l'objectif, mais qui va se stabiliser. Et vous allez avoir un sol qui va réagir d'une façon beaucoup plus régulière. Et du coup, vous allez pouvoir aussi beaucoup plus finement réguler les apports qui vont arriver sur la vigne, donc maintenir, pas avoir trop de vitalité à un moment donné. Ça suppose 2 choses. 1, choisir les bonnes sources de matière organique. 2, avoir du matériel qui permet de dépendre des quantités relativement limitées de matière organique. Ça existe aujourd'hui. Autre chose quand j'ai préparé mon exposé, je dis, il faut que je trouve un exemple pour montrer que c'est intéressant quand même de faire des bilans sur le long terme. Qu'est-ce qui va se passer sur le long terme? Où est-ce qu'il y a des déséquilibres? Et du coup, j'ai regardé différentes choses. On trouve des éléments sur lesquels il y a des déséquilibres. Le phosphore, des déséquilibres. La potasse, il y en a eu beaucoup, il n'y en a plus du tout. Peut-être qu'entre les deux, il y a quelque chose à trouver. Et puis j'en ai trouvé un aussi où il y a quelque chose qui apparaît, qui est criant. En fait, dans les analyses d'évolution de teneur en oligo-éléments, on a l'évolution du cuivre qui semble quand même relativement bien, je dirais, collé avec une certaine production viticole en France. Voilà. Donc, à mon avis, c'est une question à se poser. Il ne faut pas s'affoler, hein. Le cuivre va disparaître du sol. J'ai regardé sur les sols que vous avez. On disait tout à l'heure 12 000, 13 000 ans, ça devrait être bon. Maintenant, il fallait rassurer la trésorerie aussi, hein, quand même. Donc, il y a des choses à regarder, je pense, sur ces éléments-là. Alors, quelquefois,
je sais que ce que je dis est évident, est-ce que les contraintes ne sont pas si faciles que ça. N'empêche qu'à un moment donné, il faut se poser ces questions-là avant d'avoir des problèmes qui deviennent réellement insolubles, au sens figuré et réel du terme, d'ailleurs, en l'occurrence. Là. Donc, n'oubliez pas que le cuivre qui est apporté là et que l'on mesure là, c'est sur les horizons de surface, que la plupart des racines capables de récupérer le cuivre dans le sol sont plutôt plus profonds que l'endroit où est localisé le cuivre aujourd'hui, et que petit à petit, il va descendre. Ça veut dire que le cuivre qu'on voit là, on va le voir s'extérioriser et apparaître dans la pulpe, en tout cas dans les baies, peut-être pas que dans la pulpe, de plus en plus, même si on arrête tout aujourd'hui. Donc, voilà, je livre ça à votre sagacité, et puis... Alors, revenons à la structure du sol. Donc là, vous voyez, sur une photomicroscopie à droite, vous voyez la façon, quand je parlais de cathédrale ou de choses comme ça, pour moi, c'est plutôt cette tête-là. Bon, c'est peut-être un peu décevant. Donc, on voit comment les micro-organismes en particulier, mais les vers de terre aussi, un certain nombre de choses, structurent les feuillets d'argile avec des cols qui sont vraiment des macromolécules de matière organique, mais aussi on retrouve des sucres, mais aussi on retrouve des... C'est amusant parce que dans les exposés précédents, j'ai retrouvé plein de polyphénols, de degrés de polymérisation qui permettent d'accrocher, qui sont semblables à la chimie des sols. Et la seule chose, c'est que là, il y a vraiment une intervention extrêmement forte de la microbiologie pour structurer, pour rapprocher les choses et pour les agencer entre eux. C'est vraiment l'agent... il y a... comptez que dans un cm3 de sol, il y a parfois plusieurs kilomètres d'ifs de champignons. C'est très impressionnant. Alors, les éléments constitutifs, soudés par la faune du sol, sont stables. Et essayez toujours de privilégier des restructurations biologiques, au sens biologique vraiment du terme, aux restructurations mécaniques. Surtout dans des sols qui sont un peu fragiles, où vous avez de l'argile et vous avez des limons, vous avez des choses comme ça. Méfiez-vous, c'est pas en donnant un grand coup de dents qu'on va solutionner les choses, parce qu'on déstructure le sol à ces endroits-là, on crée des structures encore plus fines qui vont avoir une facilité à se colmater extraordinaire après. On n'aura plus les micro-organismes qui seront là pour remettre les choses en place, et on peut avoir 2 ans après ce genre d'opération des effets très très négatifs sur la circulation de l'air dans le sol. Et quand je parle de structure, je ne parle pas tellement de structure pour la façon dont l'eau peut rentrer, même si ça influe évidemment. Je ne parle pas tellement de structure pour des questions de nutriments qui seraient... Vraiment, l'élément qui me paraît le plus important et le plus essentiel, c'est la façon dont la plante prospecte le sol. Alors, je vous avais promis que je ne vous parlerai pas du maïs, puis je vous en parle. Voilà. Donc ça, ce sont des grilles que l'on pose. On fait un trou dans le sol, on pose des grilles, et sur chaque petit carré de grille, on compte le nombre de racines. Et en fonction du nombre de racines, on colore avec une couleur plus ou moins foncée. Plus c'est foncé, plus il y a de racines. Ça, c'est génial, parce que quand on vous emmerde au boulot, vous dites je vais faire 2 profils. Généralement, vous en avez pour 2 jours, et puis là, on ne peut plus compter les racines. Ou alors, on envoie des stagiaires. Donc, voilà un petit peu sur le même sol. On ne change qu'une chose, c'est qu'on introduit un tassement dans le système. Ce n'est pas un tassement phénoménal, mais un tassement, c'est un tassement mécanique en l'occurrence. Ça peut se passer dans un interrendring de vigne, cette affaire-là, en passant un moment un peu opportun. On peut très bien avoir ce phénomène-là qui se met en place en une seule fois. Et vous voyez que sur la partie active des racines, c'est-à-dire sur les petites radicelles qui sont vraiment celles qui vont chercher les éléments, voilà à gauche le schéma qu'on peut avoir et à droite le schéma que vous obtenez. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'à droite, on n'a pas forcément de différence de rendement par rapport à gauche. Pourquoi ? Parce que la plupart des éléments nutritifs qu'on apporte, on les apporte en surface, et que par conséquent, la zone très riche du sol, c'est la surface. La densité en surface de racines est très très bonne, et tout va bien. Tout va bien, sauf s'il se met à faire sec. Sauf s'il y a un ravageur qui commence à s'implanter dans les premiers centimètres de sol. Sauf si on a une attaque fongique dans les premiers centimètres de sol. Sauf si beaucoup de choses. Donc dès qu'il y a un problème, eh bien, la résilience de la culture à droite est très faible par rapport à celle de gauche. Ce qui fait que
en termes de régularité de production, vous avez évidemment quelque chose d'infiniment meilleur à gauche qu'à droite. Donc, pour la vigne, pour les petites racines, évidemment, la racine principale, ça ne va pas jouer, mais pour les petites racines, je pense que ça peut avoir un effet considérable. Donc, la structure du sol et la vie du sol, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup l'habitude d'appréhender. C'est facile à faire. Moi, quand je rentre dans un champ, ce que j'aime bien faire, et vous êtes œnologue, à mon avis, vous êtes 10 fois meilleur que moi pour faire ça, c'est que, alors après avoir pris la précaution de demander ce qu'on a mis comme herbicide au sol, hein, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des effets secondaires, mais j'aime bien goûter le sol. D'abord le sentir, le regarder, et après le mettre dans la cavité buccale pour l'explorer. Et on a un super laboratoire, c'est pas vous que je vais apprendre ça, mais c'est très intéressant à faire sur plusieurs parcelles. On voit apparaître des choses. Je ne sais pas si, en termes, j'observe la robe de la terre, à la place de la, voilà, j'observe la couleur, j'observe des choses. En surface, je sais pas, quand vous avez de l'eau qui stagne dans une parcelle et que vous voyez une tache huileuse, ça vous est déjà arrivé? Je sais que ça est déjà arrivé ici, puisque j'en ai vu dans les vignes ici, alors, je suis sûr. Donc, eh bien, en fait, c'est pas le tracteur qui a perdu de l'huile, hein, c'est des bactéries qui se nourrissent de soufre, qui sont là et qui ont fait un film bactérien. Donc, en dessous, ça veut dire que s'il y a du soufre qui apparaît à la surface, ça veut dire que tout l'azote, tout l'oxygène, pardon, qui était sur le nitrate et 2-3 mois a été bouffé par les micro-organismes. Et puis, il n'y a plus d'oxygène. Donc, elles vont commencer à s'attaquer au SO4. Et là, il va y avoir de H2S qui va sortir. Et vous voyez ça. Donc, en dessous, vous avez un pH de 6,4, de 7,3, pardon, 7,3, exactement. Et vous allez avoir 0 azote disponible pour les plants. Donc là, vous avez un phénomène d'anoxie. Donc, vous savez que vous avez probablement un problème de structure du sol. Peut-être pas tout de suite là, mais peut-être à 10-15 cm en dessous. Quand je vous dis qu'on peut observer, qu'on voit des choses, quand on fait un trou à la tarière, dans un sol, on voit très vite des taches et des choses comme ça. Et c'est très facile, même sans être pédologue, de le faire ça dans plusieurs champs et de se dire, tiens, effectivement, il y a quand même des choses qui se passent. Alors, évidemment, vous avez des couleurs de sol qui varient d'une parcelle à une autre, mais les taches, vous allez les voir apparaître, les taches dans la matrice. Ici, sont ce qu'on appelle des taches d'oxydoréduction. Les couleurs sont essentiellement dues au passage du fer de l'état ferrique à ferreux, donc vert à rouge. Donc, ça sont des indicateurs. Et là, c'est pareil, il n'y avait pas la musique tout à l'heure, mais là, il n'y a pas l'odeur. C'est dommage, mais il y a une odeur d'œuf pourri qui est assez puissante. Donc, je pense qu'un œnologue va faire la grimace, là, facilement. Donc là, vous allez sentir très facilement ce genre de choses. Donc, il y a des indicateurs là qui sont simples à mettre en œuvre pour voir si la structure du sol est correcte. Parce que s'il y a une chose qu'aime pas la vigne, je crois, c'est quand même l'anoxie. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Alors d'habitude, je construis, je ne sais pas si j'ai les caplas là, mais habituellement, ce que j'ai prévu, c'était de construire avec des caplas, une structure. Parce que les caplas, c'est vraiment une texture extrêmement homogène. Vous ne pouvez pas avoir plus homogène. C'est la même taille, le même poids, la même longueur, la même largeur, c'est tout pareil. Et bien avec des caplas, vous pouvez avoir un sac de caplas, c'est celui que j'ai là, voilà. Mais vous pouvez aussi faire des trucs extraordinaires et très variés. Et c'est la façon dont on s'arrange les éléments, et c'est ça la structure. Et je pense qu'on retrouve des structures dans le sol, mais c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans le vin quand ils commencent à s'accrocher les uns aux autres. Donc, la diversité des sols, c'est un atout phénoménal, mais il y a des points communs, la vie du sol, etc., etc. Et ces sols, n'oubliez pas qu'ils sont fragiles. Qu'ils sont fragiles et que vous pouvez l'induire très vite et que ça peut être très lent à revenir, mais c'est jamais réversible. On peut faire des choses, mais c'est jamais réversible dans un sol. Et donc, pour moi, le vin est certainement l'esprit de la terre, je pense. Ça, vous ne le modifierez pas à la base que vous avez. Mais c'est avant tout votre travail et le travail des hommes et la façon dont on le gère pour l'avenir. Voilà. C'est un sulfate de cuivre. Non, pardon. Je vais vous étonner beaucoup. Venant de l'allemand, ce sont des fractions d'une levure sélectionnée qui constitue le produit. L'effet à long terme, je pense pas. Alors, j'ai pas de preuves parce qu'on n'a pas d'essai longue durée aujourd'hui de la vigne, c'est-à-dire de réutilisation du produit sur la même parcelle sur plusieurs années, sur une dizaine d'années. Ce que je veux vous dire, c'est même, je ne vois pas pourquoi il y aurait un effet long terme du lait de vigne
mature sur les vignes. Parce que l'effet qu'on observe est vraiment un effet signal. Donc, sauf mémorisation dans la plante, mais je ne sais pas par quel procédé ça pourrait avoir lieu. Donc, il y a une très 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 grande probabilité pour qu'il n'y ait absolument aucun effet à long terme ou moyen terme ou sur la vigne de ce produit-là. C'est vraiment un effet spot.